Bonjour, mon nom est Dominique Patry-Tremblay, je suis kinésiologue au CDSL. La présentation cette semaine va être sur les effets d'une réduction de volume, plus communément appelée un deload, durant une semaine d'entraînement sur les adaptations musculaires. L'article utilisé aujourd'hui est fraîchement sorti du four, ça fait à peine quelques jours qu'il a été mis en ligne. C'est fait par un des très bons auteurs dans le monde au niveau de l'hypertrophie, mais l'article va toucher principalement sur l'hypertrophie, mais également sur les autres adaptations musculaires. Donc, plus à la base, la musculation, on peut assez affirmer qu'elle amène des améliorations musculaires et de force, mais également de la fatigue. Donc, une réduction de volume ou un deload, ce qu'on va utiliser comme terme dans le futur, un deload, peut être utilisé pour réduire la fatigue au niveau physiologique, mais également psychologique. Elle peut également réduire le risque de surmenage non fonctionnel, donc souvent appelé le surentraînement. Le surentraînement est très souvent utilisé à plusieurs sauces, mais il y a un certain continuum. C'est normal d'être fatigué, ça amène des adaptations, mais à un certain point, c'est trop et c'est là que ça peut avoir des effets plus graves et également plus à long terme. Donc, le deload peut être utilisé pour ça. Également, ça a été assez démontré que suite à des périodes de réduction de volume d'entraînement, il y avait une augmentation du niveau de la testostérone, une diminution du niveau de cortisol. Le cortisol, c'est la fatigue, c'est comme ça que c'est exprimé au niveau du corps. Également une atténuation de réduction du signal anabolique suite à une musculation continue. Donc, quand on s'entraîne très fréquemment, on va avoir une moins grande sensibilité à l'entraînement, on va avoir moins d'effets. Également, ça amène une augmentation de l'activité des gènes liés à l'hypertrophie. Ça a été démontré qu'un deload amène une augmentation de l'hypertrophie et également de la performance au niveau physique. Maintenant, l'étude, comment elle a été faite? Il y avait deux groupes. Le premier groupe qui était un groupe deload. Donc, eux faisaient 4 semaines d'entraînement continu, prenaient une semaine complètement off d'entraînement, donc 0-0 entraînement, suivi de 4 semaines d'entraînement où ils reprenaient ce qu'ils avaient fait lors des 4 premières. Également un groupe qui était le groupe trad ou le groupe traditionnel qui faisait simplement 9 semaines d'entraînement continu. Donc, zéro pause, ils avaient un volume d'entraînement identique durant les 9 semaines d'entraînement. À la base, il y avait 50 hommes et femmes universitaires qui ont pris part à l'étude. C'était des personnes qui étaient âgées de 18 à 40 ans, sans troubles cardio-respiratoires ou musculo-squelettiques, qui n'avaient pas utilisé de produits dopants dans la dernière année, donc peut-être dans le passé, mais pas au niveau de la dernière année. Et également, ce qui est très intéressant, c'est que les participants devaient avoir fait 3 fois de musculation par semaine avec un minimum de une fois d'entraînement de bas du corps par semaine durant la dernière année et plus. Donc, il n'y avait pas de personnes qui ne s'étaient jamais entraînées, qui commençaient l'entraînement, puis on regardait les résultats. Donc, l'idée, c'est de voir vraiment des personnes qui avaient un certain background d'entraînement. L'entraînement était un entraînement haut du corps et bas du corps, donc 2 fois par semaine par région, donc 2 fois par semaine bas du corps, 2 fois par semaine haut du corps. C'était un 5 fois 8 à 12 répétitions avec 2 minutes de repos jusqu'à l'échec. Donc, les participants étaient vraiment incités à aller jusqu'à l'échec. C'est vraiment une grosse partie de ça. Également, souvent, l'alimentation a un effet sur les adaptations musculaires. Ça, je pense que tout le monde le sait. Donc, les participants étaient amenés à maintenir leur alimentation. Au niveau des résultats, 39 participants ont complété l'étude avec une participation d'au moins 85 aux séances. On n'a pas besoin d'aller très en profondeur dans chaque résultat, mais si vous remarquez, il y a eu quand même une belle amélioration. Donc, le 1RM passé de 90 kg à 105 kg, l'autre 95 à 112. Donc, si on regarde très rapidement, si on survole rapidement les résultats, il y en a certains qui sont plus au niveau force, d'autres au niveau puissance, d'autres au niveau adaptation physique ou plus hypertrophie. Une amélioration sur pas mal tous les résultats des deux types d'entraînement. Donc, un des autres est également traditionnel. Maintenant, si on va un peu plus en profondeur, composition corporelle ou morphologie musculaire, amélioration des deux groupes, mais pas vraiment de différence. Donc, 4 semaines, une semaine off, 4 semaines versus 9 semaines, pas mal la même chose. Amélioration, mais pas vraiment de différence. Maintenant, au niveau de la force et de la performance,
amélioration des deux groupes, mais le groupe traditionnel avait un peu plus d'amélioration que le groupe des loads. On peut se poser un peu la question pourquoi l'entraînement ne visait pas vraiment la force. Donc, si on se rappelle, c'est un 8 à 12 répétitions qui est un peu plus axé hypertrophie. Les auteurs, ce qu'ils ont dit, c'est que peut-être qu'il y avait une certaine familiarité au mouvement du test qui était un squat avec la Smith Machine. La Smith Machine est la machine qui est un mouvement dirigé dans le squat. Donc, peut-être les gens étaient un peu moins habitués. Ceux qui ont eu 9 semaines d'entraînement, une semaine d'entraînement de plus pour s'habituer à ce mouvement-là, ce qui amènerait peut-être les améliorations. Également, endurance musculaire, un peu plus d'amélioration au niveau traditionnel comparativement au déload. Ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'un arrêt de l'entraînement, donc un arrêt complet d'entraînement, amène rapidement une baisse au niveau de la capillarisation, ce qui est, disons, le sang qui va se promener au niveau de votre corps. Également au niveau mitochondrial. La mitochondrie, c'est un peu notre usine dans notre corps. C'est ce qui amène l'énergie au niveau du corps. Donc, un arrêt d'entraînement aurait baissé ça, ce qui pourrait expliquer un peu les résultats. Également, une plus grande force. Donc, si on se rappelle, ceux avec l'entraînement traditionnel étaient un peu plus forts peut-être que ceux en déload. Une plus grande force amène une plus grande endurance. Donc, ça pourrait expliquer un peu les résultats également. Au niveau de la puissance, différence triviale. Donc, pas vraiment de différence. Pas vraiment de différence. Euh, ce qui est à noter, c'est que la puissance n'est pas vraiment affectée lorsqu'on a un arrêt de moins de 2 semaines d'entraînement. Donc, si on prend une semaine off d'entraînement, il ne devrait pas avoir trop de baisse au niveau des résultats. Donc, ça pourrait expliquer ça. Dernière chose, volonté de l'entraînement, donc ou le readiness qu'on pourrait dire, donc à quel point les participants avaient le goût de s'entraîner, à quel point qui étaient raqués. Le déload, donc ceux qui ont pris une semaine d'arrêt d'entraînement, avaient plus de douleurs musculaires comparativement à l'entraînement traditionnel. L'entraînement traditionnel même voyait une réduction des, euh, des douleurs musculaires à travers les semaines. Également, le groupe déload avait une réduction de la motivation de l'entraînement comparativement au groupe traditionnel pour qui ça s'était maintenu. Donc, même niveau de motivation à travers les 9 semaines. Finalement, en conclusion, chaque étude a quelques faiblesses. Je pense que c'est intéressant de les noter juste pour pas dire que c'est la panacée, cette étude. Que se passe-t-il à long terme? Donc, on a 9 semaines d'entraînement. Qu'est-ce qui se passe après 6 mois, 1 an, si on faisait le même phénomène? Donc, si on continue de s'entraîner sans pause durant 1 an, est-ce qu'il va y avoir un certain niveau de fatigue? Est-ce qu'on va avoir une atténuation des résultats comparativement à prendre des déloads peut-être à chaque 2 mois, à chaque 3 mois? Donc, ce serait intéressant à voir. Également, une semaine de déload dans l'étude, c'était une semaine complète d'arrêt d'entraînement. L'entraînement est arrêté complètement. On peut se poser la question, est-ce que c'est optimal? Est-ce que c'est ce qu'on devrait utiliser? C'est utilisé dans certains champs. Cependant, j'ai juste noté qu'une étude précédente avait montré que le deload optimal, ou en fait ça recensait plusieurs études, le deload optimal était peut-être une diminution de 40 à 60 du volume d'entraînement, comparativement à 100 dans cette étude. Également, c'était 8 à 15 jours avant la compétition. Donc ça, c'est pas très grave, mais je pense que c'est intéressant à savoir. Maintenant, au niveau des applications pratiques, on peut se poser la question, quelle est la nécessité et l'utilité des deloads dans l'entraînement? Donc, est-ce qu'on a besoin de les faire? Est-ce que c'est utile? Cette étude-là dit c'est peut-être intéressant, mais c'est pas si crucial. À nouveau, je vais rappeler que c'est seulement durant 9 semaines. Donc, 6 mois, 1 an, il y aurait des différences. Également, dans la fréquence et dans la modification de volume. Donc, comment on utilise les déloads? Quelle fréquence? Quelle diminution de volume? Peut-être 100% serait pas optimal. Peut-être un 50% de réduction aurait été un peu mieux. Peut-être les résultats auraient été un peu plus probants au niveau du groupe déload. Donc, en conclusion, je tiens à remercier nos partenaires, grâce à qui cette capsule sur l'entraînement peut être présentée.